Alors, nous allons passer à notre témoignage. Yes, c'est une maman de la team qui nous revient encore, qui vient témoigner la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et merci vraiment de soutenir cette chaîne en venant vraiment participer, en donnant des témoignages. Comme je dis, venez nous enrichir avec vos témoignages. C'est vraiment avec plaisir et avec joie qu'on apprend la puissance de notre Dieu. Il agit de différentes façons. Yes. Alors, notre maman, j'ai fait le choix de l'appeler Marie. Je me suis inspirée de moi-même. Je me suis référée à aucune Marie. J'ai appelé notre maman Maria. Maman Marie, c'est une maman congolaise de Kinshasa. Yes, salut toutes les mamans très présentes sur la chaîne, les mamans de Kinshasa, Mbotenabino. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, vous participez beaucoup. Que ce soit sur Kabibi Show, de Kabibi Show Gag, vous êtes là, vous nous encouragez, vous m'encouragez, on va de l'avant, vraiment. Merci pour tous ces témoignages que vous n'hésitez pas à partager. Alors, notre maman Marie, elle vient d'une grande famille. Elle vient d'une famille de 5 enfants. De qui? De ses parents. Ses parents, papa et maman, ce sont un couple qui se sont aimés. Leur maman était une femme au foyer et leur papa, c'était un agent administratif de l'État. Leur papa, c'était un cadre. Leur papa gagnait bien sa vie. Donc, ils ont grandi dans une famille assez bourgeoise. Ils ont bien grandi chez eux. Alors, notre maman, sa position dans la famille, elle est 4e de la famille sur 5 enfants. Alors, avant elle, l'aîné, c'était un garçon, lui qui vit à Kinshasa. La deuxième, on va l'appeler Myriam. On va l'appeler Myriam. Elle, c'est la deuxième, l'aînée des filles. Après Myriam, il y a une fille. Et après cette fille-là, il y a notre maman Marie. Et après Marie, il y a encore une 5e. Et après maman Marie, il y a une 4e fille. Donc, ça fait 5 enfants, un garçon et 4 filles. Voilà. Quand ils grandissent, le papa envoie Myriam en Suisse. La fille aînée, la deuxième de la famille. On envoie Myriam en Suisse. Après, on envoie la petite sœur de Myriam, qu'on peut appeler même Mado, on l'envoie en Belgique. Voilà. Après, maintenant, ça va être le tour de Marie qui nous a contactés. Alors, il y a Myriam. Quand elle arrive en Suisse, elle tombe sur un bon tonton. Un bon tonton de Suisse, un Congolais. Il vient l'aimer. Oh Myriam, moi vraiment comme je te vois là, c'est-à-dire que ta taille est angélique. Papa. Donc il a aimé Myriam et Myriam a accepté. On a épousé Myriam, on a envoyé la dot. Vous voyez un peu les grandes sœurs là. On a épousé Myriam. Myriam est mariée à tonton Joseph. Tout le monde est content, c'est un couple très respectable. En tout cas, Yaya, vous-même vous comprenez un peu, Yaya de la famille, tu dois être le modèle. Donc, toi, si on t'épouse, tu dois rester au mariage. Les Yaya ne divorcent pas, c'est les petites sœurs qui peuvent divorcer. Toi, tu es le modèle. Les grandes sœurs ne divorcent pas. Donc, tu es sérieuse. Quand tu es une grande sœur là-bas au Congo, là-bas, l'aînée, tu es obligée d'être sérieuse. Même si tu ne voulais pas être sérieuse, tu es seulement obligée. C'est comme ça que Myriam vivait sa vie. Donc, elle s'est mariée. Donc, tellement qu'elle est responsable, elle décide de faire honneur aux parents au lieu que papa se batte encore pour faire voyager Marie qui nous a appelés. Myriam dit que je vais faire venir Marie en Suisse. Mais sinon, papa avait les moyens. Donc, quand Marie a eu les bacs, on dit qu'on doit faire venir Marie en Suisse. C'est Myriam qui prend charge, pas José, son mari, très responsable. Il soutient sa femme, il sait que sa femme, c'est l'aîné des filles. Vous-même, vous savez que les garçons les comptent pas, parce que quand ils partent chez leur femme là, qui nous attrapent tous des sorcières là, on ne les compte pas dans la famille, on compte que les filles. Donc, Myriam, elle est obligée d'être responsable. Elle paye les tickets, les démarches, elle cherche la route. Marie descend à Paris, elle entre en Suisse. Quand elle arrive en Suisse là-bas, on va dire que Myriam, elle habite à 1 heure de Berne. Myriam, on va dire, exemple, elle habite à 1 heure de Berne. Quand elles arrivent là-bas, elle installe chez elle. En tout cas, Myriam a des enfants. Elle est mariée. Elle vit sa vie avec son mari, pas José. Pas José, tout le monde. Vous-même, vous connaissez, non? Le système de l'Europe. Quand ta petite sœur vient, ta grande sœur, ta cousine et tout ça, tous les voisinages au courant, ils commencent à venir loucher. Tous les bons tontons célibataires commencent à venir boire de l'eau. C'est comme ça. C'est comme ça que l'ami de tonton Joseph, tonton Thomas. Point. On me pose. Qui est tonton Thomas? Tonton Thomas, c'est un tonton congolais. C'est un Moulouba. Myriam, Marie, ce sont des Balouba, des pères, mais des mamans Moussoahili, de l'Est. Donc, elles sont mélanges.
Normalement, on va dire qu'ils sont des Balouba parce que leur papa, c'était un Moulouba. Mais elles sont 50, 50. 50 Est, 50 Moulouba. Maintenant, lui, tonton Thomas, c'était un Moulouba 100%. Le tonton Thomas, là, son histoire, c'est quoi? Quand il est venu en Europe, il a fait l'amitié avec tonton José. Tonton José a aimé Myriam. Tonton Thomas a aimé une blanche. On peut appeler la blanche, la même Élise. Il a aimé une blanche suisse, Élise. La blanche, là, à l'époque, on va dire, elle avait peut-être 36 ans. Lui, il avait 27 ans. Genre 9 ans de plus. Donc, la dame-là, elle vit très bien. En tout cas, elle est très amoureuse de Thomas. Ça se passe très bien. Mais la dame, elle travaille beaucoup. Parce qu'elle a beaucoup d'argent. Elle tient à sa carrière. Elle est claire et nette. Elle dit à Thomas que moi, je t'aime bien. On va se marier. Mais moi, dans ma vie, je ne veux pas avoir d'enfants. Parce que je n'ai pas le temps. Moi, vraiment, je n'ai pas le temps pour les enfants. Ça ne sera pas possible. Je n'ai pas le temps. OK. Donc, Thomas, il accepte. Il s'est marié. Ils vivent ensemble presque 7 ans. 7 ans après, Thomas a eu les papiers suisses. Thomas s'est fatigué, Thomas s'est épuisé. Il a dit, la blanche ici, elle ne va pas changer d'avis. Ça, c'est quelle femme qui n'aime pas les enfants, qui aime seulement l'argent. Donc, Thomas, ça l'a dépassé de savoir que une blanche peut aimer l'argent comme ça. Elle a préféré l'argent que Thomas. OK. Donc, il fait avec. Un jour, il lui dit, il va aller en vacances à Kinshasa. Il va un peu se relaxer. Il est fatigué du froid de la Suisse. Elle accepte. Elle ne va pas aller au Congo. Si elle part là-bas, elle va tomber malade. Il y a les moustiques, les microbes. Vous comprenez un peu ce genre de vie-là. Elle lui dit, vas-y. Quand Thomas arrive à Kinshasa. À Kinshasa, il est un garçon de Suisse. À Kinshasa, c'est un bon tonton tout frais. À Kinshasa, il voit les femmes disponibles. À Kinshasa, on le panique. À Kinshasa, il n'y a pas cher méchant Élise. À Kinshasa, c'est la liberté, maman. C'est la vie, le goût de la vie. Toi, tu peux pas dire à Kinshasa, tu rentres sans piétiner. Que tu es qui? Tu es Thomas de la Bible. Toi, tu ne vas pas piétiner que tu es qui. Les filles de Kinshasa vont te laisser. Tu viens seulement bio, tu répares bio comme ça, que tu as un problème avec le Congo. On l'a capté là-bas, on l'a capturé, on l'a attrapé. Une fille l'a chopé. On peut appeler cette fille-là Mbelou. Mbelou, c'est une Moulouba. Mbelou a vu un bon Thomas qui vient des Suisses. Mbelou a piétiné Thomas. Elle a fait toutes les techniques là de Mbujimaï. Elle l'a mené à gauche, elle l'a mené à droite, elle a fait monter, elle a culbuté Thomas, a tout lâché. Thomas a compris que ça, c'est la femme. Ça, c'est quel mouvement. Ça, c'est quel jet qu'on a fait que, aïe, les années, j'ai oublié. Piétiner Mbelou, piétiner Mbelou, piétiner Mbelou jusqu'à pas, Mbelou a porté la grossesse. Quand Mbelou est enceinte, Thomas se rappelle, aïe, je suis mariée à Élise. Je suis mariée à Élise. Donc, Thomas doit voyager dimanche. Mbelou vient lui dire que, hey, tonton Thomas, c'est comme si que moi, j'avais rendez-vous avec mes périodes depuis lundi. Hein. Moi, je vois comme ces périodes ne sont pas venues. C'est comment? Toi, tu pars. Thomas dit, hein? Moi, je pars dimanche. Oui, oui. C'est comme si moi, je ne vois pas. Depuis lundi que je devais voir. Là, nous sommes déjà vendredi. Je suis aveugle. Je ne vois rien du tout. Thomas a pris l'avion stressé. Il est rentré en Suisse. Il a fait comme s'il n'y avait rien. Il y a seulement les souvenirs. Donc, Thomas arrive chez lui, il fait semblant. Les frères et les sœurs de Thomas avaient vu sa relation avec Mbelou. Mais ils savent que Mbelou là, c'est une piétineuse. C'est une fille de Kinshasa. Une Mbelou à Kinshasa. Qui peut laisser une Mbelou à Kinshasa? Elle brille, elle est brune comme ça, elle a les yeux ouverts. Hein? À Kinshasa, il y a les 4x4. Il y a les bons tontons bourgeois. Et Mbelou, c'est une fille qui n'a pas un bon CV. Donc, ils savaient seulement que il y a Thomas, comme il est venu des Suisses, il a paniqué la peau de Mbelou. Il a paniqué Mbelou. C'est une fille bien, une fille classe de Kinshasa. Bon, il s'amusait avec. Hein. Donc, ses sœurs ne pouvaient pas penser que Mbelou peut sortir les trucs là qu'elle est enceinte de Thomas. Est-ce que Mbelou est sérieuse pour être enceinte de Thomas? Mbelou bouffait seulement l'argent hein, des Suisses.
Donc, quand Mbelou reste enceinte, elle veut faire genre, elle commence à venir visiter les sœurs de Thomas. Et les sœurs de Thomas commencent à regarder Mbelou. Toi, tu commences à venir ici tous les jours pointer. Tu viens pointer quoi? Thomas est déjà parti. Thomas est marié à une blanche. La blanche, elle va nous faire voyager en Europe. Oh, Mbelou, tu viens chercher quoi ici chez nous? Oh, c'est-à-dire que moi, comme je suis comme ça, je suis aveugle, ça fait 2 mois. Je ne vois rien. Quand les sœurs de Thomas prennent le téléphone pour appeler Thomas, elles voient que Thomas n'est pas étonné. Il y a Thomas. Toi, tu vas accepter la grossesse de Mbelou. Mbelou, nous, on la connaît ici à Kinshasa. Mbelou, elle se promène dans les 4x4 pendant qu'elle ne travaille pas. Mbelou, quand tu la vois en ville, elle est dans les jeeps. Mbelou, c'est pas une bonne fille. Mbelou, c'était le loisir de Kinshasa. Ton Thomas, qu'est-ce que tu veux nous faire là? Tonton Thomas est resté bouche bée. Lui, il ne dit pas oui, il ne dit pas non, mais la famille a dit non. On a dit non pour lui. On a dit à Mbelou que la grossesse là, c'est pas pour notre frère. Tu as menti. Mbelou a dit, I swear, c'est la vérité. Pour 1 mois, je vous dis, j'étais fidèle. 1 mois qu'il a fait à Kinshasa. Moi, Mbelou, j'étais fidèle. Je ne suis pas allé ailleurs. On a dit, Mbelou, non, on te connaît. Mbelou, tu vas trouver le propriétaire de la grossesse. La famille de Thomas a refusé la grossesse de Mbelou pour Thomas. Bon, Thomas aussi, il est marié à une blanche. Ça l'arrange, non? Ça l'arrange. Quand il est rentré, il a dit à la blanche là que son téléphone a été piraté. Donc, il doit changer de numéro de téléphone en Suisse. Thomas a changé le numéro de téléphone. Mbelou va l'appeler où? La famille déjà a refusé la grossesse. Mbelou aura le numéro de Thomas où? Mbelou est resté avec sa grossesse. Mbelou s'est battue toute seule. Comme c'était une fille classe, une fille cano, une fille de kin, elle a accouché son enfant, Gisèle. Quand elle accouche Gisèle, comme elle est courageuse, elle vient quand même montrer Gisèle. Elle vient montrer Gisèle à la famille. Et tous ils ont refusé. Ils ont dit qu'on ne connaît pas cet enfant-là, va chercher son père. Donc, il s'appelle Yaya Thomas. Thomas, Mbelou est venu nous montrer un enfant, il s'est dit que c'est ton enfant. Thomas ne dit rien, il bégaye, il se manque. Oh, moi aussi, quand j'étais là-bas, avant de partir, il m'avait dit que, Yaya Thomas, il ne faut pas accepter Mbelou à beaucoup de maris. Il a dit, moi, je n'ai pas accepté, j'ai dit seulement laisser là. Ok, donc Mbelou Jean, on l'a abandonné. Mais tellement qu'elle est Mbelou. Quand l'enfant a 2 mois, les yeux s'ouvrent un peu, les joues commencent à prendre la forme de Thomas. Mbelou vient avec l'enfant, on dit non. Quand l'enfant a 6 mois, l'enfant va s'asseoir comme ça. Elle vient montrer la tête, le crâne de Thomas. La famille refuse, mais commence à avoir les doutes. Thomas là-bas, parfois il va lui jeter seulement que, Thomas, l'enfant là de Mbelou. On ne sait pas, c'est parce qu'elle nous a tellement dit que c'est ton enfant qu'on commence à voir comme si l'enfant là te ressemble. Hein? Toi, tu vois comment? Attends, je t'envoie un peu la photo. On a comme ça lui envoyé des photos de Mbelou par ses propres cousines, ses propres tantes, parce que Mbelou n'a pas les numéros. Thomas lui-même, quand il a regardé les crânes, là, il a dit, dans la famille de Mbelou, il y a la longue tête comme ça, comme pour moi. C'est comme si c'est un genre, c'est mon enfant. Laissez-la d'abord là-bas. Moi, Élise va me tuer ici. Thomas est resté en Suisse. Quand l'enfant de Mbelou a 1 an, Mbelou est venu avec l'enfant qui marche. Regardez, pardon, c'est l'enfant de Thomas. Les cousines commencent à regarder, mais ils avaient déjà dit non. Ils ne sont pas son enfant, laissez Thomas tranquille. Genre, Mbelou est parti dans son coin. Thomas aussi, il est resté là-bas en Europe. Les gens de Songi, vous-même, vous savez que les gens vont en vacances. Il y a quelqu'un des Suisses qui est parti à Kinshasa, qui a appris qu'il y a une fille là, Mbelou, qui a l'enfant de Thomas parce qu'elle s'est promenée partout avec les micros que son enfant, c'était un enfant d'Europe. C'est l'enfant de Thomas. La famille refuse, sont des jaloux parce que ces cousines-là, on ne les drague pas. Elle, on la drague, c'est une jolie fille. Elle s'appelle Mbelou. Si les jeeps s'arrêtent pour elle, est-ce que c'est de sa faute? Maintenant, ces filles-là veulent lui coller qu'elle a l'enfant de 4x4, l'enfant d'une jeep, pendant que c'est l'enfant des Suisses. Donc, Mbelou fait la publicité à Kinshasa. Vous voyez un peu des filles comme ça. Donc, le garçon là qui vient des Suisses a bien entendu l'histoire. Il a même pris la photo. Vous savez, comme nous sommes là, on ne s'aime pas. Donc, le garçon là, quand il est rentré en Suisse, il a pris aussi les téléphones, la radio, le micro. Il a commencé à partager à tout le monde. Regardez Thomas, le mari d'Élise, il a un enfant au Congo. Regardez Thomas. C'est aller dans les oreilles des gens de Songi, papa Congo, ça. Maintenant, Thomas, lui, c'était un Congolais qui, quand la dépression l'attrapait, il partait un peu avec Élise dans les milliers de Congolais pour danser un peu de Fali, pour danser un peu de... Alors, les gens connaissaient Élise. Élise connaissait les Congolais. Donc, dans les milliers de Congolais, on racontait que Thomas a fait un enfant à Kinshasa avec Mbelou.
Quand toi, tu vas partir au terrain, là-bas, vous mangez les chikwang avec une Suisse qui est en train de manger les chikwang comme ça. Tu crois que tout le monde doit lui dire bonjour par gentillesse. Il y en a aussi qui amènent les messages. On a dit à Élise que Thomas a un enfant avec une zaïroise. Ouh! Tromperie de haut niveau. Élise est une blanche aux yeux verts. Elle a dit quoi? Donc, comme il est là, il m'a trompé. Mais trompé jusqu'à faire l'enfant. Lui, il m'a dit qu'il partait au Congo parce que ça fait longtemps. Donc, il est parti faire l'enfant là-bas. Oh là 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 là, trahison. Ce côté-là, les blancs, je respecte. Ça, c'est haute trahison. Il m'a trahi. Ah ben, c'est pas possible. Le mariage est terminé. Va aimer Mbelou. Comme tu as une femme et un enfant, va aimer. Moi, tu m'avais fait la promesse que on n'aura pas d'enfant. On va s'aimer jusqu'à la mort sans mettre au monde. Parce que l'amour, c'est nous deux. L'amour, ce n'est pas l'enfant. Comment tu es parti me trahir? Ça, c'est haute trahison. Tu vas sortir de ma vie les mains vides. Thomas a commencé à nier. Pendant qu'il avait bien nié l'enfant d'Mbelou, hein, il n'avait jamais accepté l'enfant là. On l'a chassé du mariage. Quand on a chassé Thomas, Thomas est parti prendre un petit appartement. En train de supplier en train de supplier Élise. Élise a pris les dossiers, elle est partie faire entrer chez l'avocat. Divorce! Il n'aura rien. On l'a chassé. Donc, c'est à ce moment-là que notre sœur Marie est arrivée en Suisse. Donc, vous voyez bien que Thomas, il est en difficulté. Quand il arrive en Suisse, lui aussi vient dire bonjour à la petite sœur de Myriam. Il vient dire bonjour. Myriam, c'est la femme de Joseph. Joseph, c'est le meilleur ami de Thomas. Enfin, meilleur ami, c'est son ami. Donc, il vient dire bonjour à la belle-sœur de son ami. Quand il voit Marie comme ça, Marie est comme si... elle est seulement comme une Marie. Ah! Il dit, la fille, c'est qui? Elle est un peu Jean Mbelou, comme ça, mais niveau suisse. Et il s'est intéressé. Donc, ah, bonjour, ça va, ça va. Hein. Toi, tu es venu, hein, je suis venu. Maintenant, Marie, elle avait 23 ans quand elle est arrivée en Europe. Elle était très jeune. Quand sa grande sœur l'a fait venir, elle venait d'avoir les bacs, elle ne faisait pas un truc sérieux à Kim. C'est ça que sa sœur l'a fait venir. Donc, sa grande sœur Myriam lui dit, va faire la demande d'asile. Va te battre, quoi, parce que tu es adulte, tu ne peux pas être mon enfant. C'est comme ça que Marie part faire les ngunda. Elle part faire la demande d'asile. Directement, on la met au foyer. Quand on la met au foyer là, c'est en 2002. On a mis Marie au foyer. Donc, Marie a déjà vu Yaya Thomas une seule fois. Elle part au foyer, elle habite au foyer, c'est 1 mois et demi, un jour, elle part chez sa grande sœur, chez Yaya Myriam. Quand elle arrive comme ça, Yaya Thomas aussi vient. Donc, depuis qu'il avait vu Marie, il commençait à venir souvent. Il n'avait pas, c'était le numéro. Il vient. Quand il tombe comme ça, nez à nez, il demande à Marie le numéro. Marie refuse. Il dit qu'il ira déposer Marie au foyer. Marie refuse. Il n'en revient pas. Il insiste. Donc, avant de partir, il a demandé le numéro à Marie devant tout le monde. Donc, Marie n'a pas moyen de refuser. Marie a donné son numéro, mais en tant que grand frère. Mais Marie avait déjà compris que les grands frères ici, c'est l'ami de beau-frère. Elle a donné les numéros. Quand Marie rentre au foyer, il commence à appeler Marie. Oh, Marie, comment tu vas? Et tout, ça va. Oh, je viendrai te voir au foyer. Marie le voyait seulement dans la maison. Quand il est venu au foyer, vous savez ce qu'on appelle la voiture. La voiture, là, c'était car. Car en anglais. Parce que car, c'est plus grand que voiture. Il avait la voiture. Et même quand elle est sortie du foyer, la démarche a changé. Vous voyez, quand on vient vous prendre par une petite voiture, quand on vient vous prendre par une vraie voiture, hein, pour monter dans une vraie voiture, on ne marche pas n'importe comment. Il faut avoir le pas, hein, il faut avoir une démarche des gens qui montent dans les grosses voitures. Donc, au foyer, là, c'était compliqué. C'était le foyer des sans-espoir. Donc, le mot qui s'est passé au foyer, en Suisse, on ne donne pas les papiers. En 2002, on ne donnait pas les papiers aux gens. Donc, Marie, maintenant, le foyer dans lequel elle était, elle avait une voisine, Awa. Awa, c'était une Malienne. Elle dormait dans la même chambre. Donc, Awa aussi regarde, Marie a le niveau de voiture ici.
Elle vient, elle monte dans la voiture, elle s'assied, il commence à causer. Oh, comment ça se passe? Oh, ça se passe bien, j'attends. Mais tout le monde dit, oh oui, ici en Suisse, c'est un peu compliqué, mais chacun a sa chance et tout ça. Toi, il faut y croire et tout ça. Donc, il lui donne des bons conseils et tout. Il est parti. Oh, je viendrai te voir de temps en temps. Il est venu lundi. Il est venu mardi. Mercredi, il vient lui dire que, oh, comme je suis là, moi, je t'aime. Je suis intéressé par toi. Tu me plais beaucoup et tout ça. Elle lui a dit, mais toi, tu es l'ami de mon beau-frère. Et puis, toi, tu es grand. Il était grand par rapport à Marie d'au moins 12 ans. Parce que lui, dans son mariage avec Élise, il a fait 7 ans. Il a grandi dans son mariage. Quand il rencontre Marie, Élise est déjà dans les 40 ans, la blanche. Il a en plein divorce avec Élise. Donc Marie, elle est là, 23 ans. Et lui, il a 34 ans. Il a entre 11 et 12 ans de plus que elle. Donc Marie, elle est très stressée. Elle lui dit, je vais te répondre. Elle ne lui répond pas. Elle rentre chez sa grande sœur Myriam le week-end. Elle part dire à sa grande sœur, oh, Thomas est en train de me draguer. Sa grande sœur seulement rigolé, elle n'a rien dit. Ah, Thomas aussi. Hein. Sa grande sœur n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Marie est partie dire à son beau-frère Joseph, oh, ton Joseph, ton ami Thomas est en train de me draguer. Il a dit, ah, Thomas c'est un homme libre, hein? N'est-ce pas Myriam? Thomas, c'est un homme libre. Il a déjà quitté sa femme blanche, là, Élise. Il t'a dit qu'il avait une blanche. Elle a dit oui. Hein, il a déjà quitté Élise. Il est libre. Thomas a sa maison. Donc, ah, Thomas, c'est un homme libre. Ça, c'est ce que le beau-frère a dit. Donc, elle, ça l'a rassurée. C'est comme ça que, quand elle rentre, elle part accepter. Mais la voiture aussi était trop belle. Et puis, hein, c'était un tonton d'Europe, un tonton frais, un frais d'Europe. Donc, elle rentre, elle dit oui à Thomas. Elle commence à sortir avec Thomas. Alors que sa grande sœur Myriam et son mari Joseph, ils se prenaient tout le temps la tête. Donc, Joseph et Myriam, c'était un couple, c'est pas qu'ils faisaient semblant devant les gens, mais ce n'était pas un couple facile. Joseph énervait beaucoup Myriam, parce que Myriam, elle a très bien grandi, elle avait ses exigences que lui ne suivait pas. Donc, Joseph, son ami Thomas lui avait déjà dit que ta belle-sœur me plaît. Il a dit, ah, comme elle te plaît là, mon gars, va la piétiner. Hein, les hommes d'Europe. Va la piétiner pour moi. Comme ça va doser un peu Myriam. Parce que Myriam, comme elle se vante là chez eux, que nous. Ok, va piétiner sa petite sœur. Comme ça va lui fermer la grosse bouche qu'elle a là. Ça va lui faire honte, ça va la diminuer. Donc, piétine sa petite sœur pour moi. C'était le business. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas, elle a vu seulement Thomas en train de l'aimer, Thomas en train de la suivre au foyer. Il vient la chercher au foyer, il l'amène chez lui, il lui montre son appartement. Bon, elle vient du Congo, hein. Là, elle a déjà peut-être les 4 mois et tout ça, elle est impressionnée, tout l'impressionne. Elle voit l'appartement, elle a déjà accepté la relation. Il lui montre l'appartement une fois. Après, quand il vient, il la voit souvent, il la prend, il l'amène dans des restaurants. Donc, vous comprenez que quand tu viens d'arriver, tu as un gars qui veut s'occuper de toi. Il l'amène au restaurant, il mange. Après, la 3e fois, il vient la chercher, il l'amène dans un hôtel. Ils sont allés piétiner à l'hôtel. Elle s'est demandé pourquoi il m'a amené piétiner à l'hôtel. Lui qui a un appartement. Pourquoi il ne m'a pas amené chez lui? Elle-même, ça l'a intriguée. Mais le piétinement était good. Le piétinement était tout de suite. Le piétinement avec un bon tonton suisse. Donc, elle s'est dit, bon, comme c'est l'ami de tonton Thomas, de tonton Joseph, il ne peut pas me faire du mal. Ils ont piétiné. C'est rien passé après. Après, ils sont restés même 10 jours. Il s'appelle seulement. Il ne vient plus. Elle n'a pas pensé qu'il a joué avec elle. Parce qu'il a appelé. Après le 10e jour, il est venu. Ils sont partis chez lui. Elle dit, ah, maintenant pourquoi il m'avait piétiné à l'hôtel? Ils arrivent là-bas, ils ont piétiné chez lui. Mais elle dit, Kabibi, en tant que fille, quand on était parti, tellement que ça avait fait 10 jours que je ne l'avais plus vu, je ne sais pas si c'est le stress, si c'est quoi qui m'avait fait. J'étais en mauvaise période. J'ai piétiné avec lui, j'étais consciente que je suis en mauvaise période, je piétine avec lui seulement comme ça. Maintenant, s'il m'engrosse, bon, c'est en 2002, hein, les gens piétinaient sans se préserver. En 2002.
Donc, ils ont piétiné comme ça. Elle avait peur. Bon, ils piétinent, ils terminent. Elle rentre, on la dépose au foyer. Quand elle reste comme ça, les 10 prochains jours, elle voit qu'elle aussi, elle est devenue aveugle. Elle ne voit plus rien. Elle n'a pas ses périodes. Mais lui, il continue à venir. Il s'appelle et tout. Donc, elle lui dit que, ah, comme je suis là, j'ai l'impression que j'ai calé. Ils avaient fait que 2 fois. Elle dit que j'ai calé et tout ça. Donc, lui, il est surpris parce qu'il n'a pas d'enfant. Son seul enfant, c'est l'enfant qui est à Kinshasa, l'enfant d'Embelo, qui n'a pas reconnu, hein. Même quand il va la piétiner, elle n'a pas reconnu l'enfant d'Embelo. Donc, il dit, bon, on verra, toi, tu veux faire quoi? Tu veux garder? Il dit, oh, je vais garder, non, et tout ça, je suis avec toi. Moi, je n'ai pas d'enfant, je commence ma vie, et puis je suis au foyer là-bas, je cherche les papiers et tout. Bon, il ne dit rien. Il n'est pas content, il n'est pas fâché et tout. Il dit, bon, comme tu vas garder, il faut qu'on dise ça à ta sœur. Elle a dit, ah, on attend d'abord que hein, la grossesse, ça c'est bien, parce que là, c'est seulement les retards. Peut-être ça ne va pas rester, peut-être que, hein, tu vois, ça va aller un peu trop vite, je viens d'arriver, comment elle va le prendre et tout. Bon, il fait la grande personne, il ne dit rien. Il continue à se fréquenter. Quand elle reste comme ça, 2 mois après, ah, elle-même, c'est une fille, elle sent que non, ce n'est pas sorti, ce n'est pas venu, je n'ai rien vu. Donc, je dois aller à l'hôpital. Elle part dire maintenant aux assistantes sociales là-bas que, oh, comme je suis là, j'ai l'impression que je ne vois plus et tout et tout. Les assistantes sociales, ah, mais d'accord, il faut que tu ailles voir le médecin, il faut que tu ailles chez l'infirmière, qu'on aille vérifier, qu'on fasse la prise de sang. Ici en Europe, hein, on ne se fie pas que, oh, j'avais compté mes dates, ça a sauté, c'est monté, c'est descendu. Ici, on vérifie. Donc, les assistantes sociales du foyer l'envoient chez l'infirmière. L'infirmière fait les prélèvements et tout ça, on va donner au docteur. Quand on va donner au médecin, le médecin là l'appelle, le médecin du foyer l'appelle. Oh, ta prise de sang n'est pas bonne, n'est pas bonne, n'est pas bonne du tout. La prise de sang n'est pas bonne. Je ne vais pas te dire c'est quoi, je ne vais pas t'affoler, mais ici, là, même à l'hôpital ici, on ne peut pas traiter. Il dit, docteur, ce n'est pas la grossesse. Si, c'est la grossesse, mais on a un problème avec ton sang. Elle a dit, Seigneur Jésus, j'ai eu le sida. C'est un problème avec ton sang. Alors, moi, je ne vais pas t'affoler. Je vais t'envoyer d'abord à l'hôpital universitaire de Berne. Tu vas aller là-bas, il y a les professeurs, il y a tout ça. On va aller regarder ton sang. Parce que on a vu, ce n'est pas bon. En tout cas, le laboratoire, les résultats, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, quand on lui dit ça, c'est comme mercredi, on lui a trouvé les rendez-vous à l'hôpital le vendredi. Parce que là-bas, c'est les spécialistes. C'est le foyer qui organise. On la prend, on l'amène jusqu'à Berne. Donc, tout ça là, quand elle sort de chez le médecin mercredi, elle appelle Thomas. Thomas, les résultats ne sont pas bien. On a dit que mon sang, Thomas a paniqué lui-même. Le sang a fait quoi? Oh, on a dit qu'on ne va pas me dire. On va me dire là-bas quand les médecins de Berne vont vérifier bien. C'est quand ils vont me confirmer. Thomas a dit le rendez-vous, c'est à quelle heure? C'est à 10 heures. Thomas a paniqué. Il a dit, je n'aurais pas travaillé. À 10 heures, Thomas était derrière l'ambulance. Elle est dans l'ambulance qui l'amène à l'hôpital. Thomas avec sa belle voiture. Ils arrivent à l'hôpital. Elle voit les médecins. Vous êtes qui? Oh, je suis son copain. Elle était étonnée. Elle a dit, il n'a pas fui. Elle dit, Seigneur, comme il n'a pas fui, j'espère que ce n'est pas le sida. Parce que s'il sait qu'il a le sida, il va fuir, non? Donc, elle est partie là-bas, on lui a fait les examens, tirer. Pas, les résultats viennent sortir. On vient lui expliquer qu'elle a la leucémie. Elle a la leucémie comme elle est là. En tout cas, avec la grossesse, ça ne va même pas donner un peu. Elle a une leucémie chronique. Donc, on doit la faire avorter d'urgence avant que ça s'aggrave parce qu'elle est en train de développer des hormones. Ils sont restés bouche bée. Thomas n'a pas d'enfant. Il a un seul enfant avec une Mbelou qu'il a déjà nié. Ils se sont regardés. Leucémie, c'est quoi? On commence à lui expliquer sa maladie. C'est une grosse anomalie du sang, patati patata. On lui a expliqué beaucoup de choses. Donc, on doit la faire avorter. On l'a gardée à l'hôpital là-bas. Le lendemain, on a organisé l'avortement parce qu'elle allait sur 3 mois. Donc, elle avait vu les retards. Elle a gardé avant d'aller dire au social. La grossesse allait sur 3 mois. Donc, on l'a fait avorter. Tout ça là,
Elle n'a pas dit à sa grande sœur. Elle n'a pas dit à sa grande sœur parce qu'elle n'avait même pas dit qu'elle était enceinte. Donc, elle avorte, mais par contre, elle dit à sa sœur que je suis à l'hôpital, à Berne, on a dit que j'ai la leucémie. Donc, je suis à l'hôpital. Mais l'avortement, elle n'a pas dit. Donc, on l'a fait avorter. Elle est très triste parce que après l'opération, les médecins viennent lui dire que madame, comme tu es là, tu ne vas pas accoucher dans ta vie. Ta leucémie là, on doit te faire d'autres examens. Tous les mois, on doit te faire le prélèvement dans la moelle osseuse. On doit te contrôler. On doit te contrôler parce que ton sang, ça ne va pas. On va te donner un traitement que tu dois prendre tous les jours. Donc, on l'a gardée à l'hôpital. Elle a fait 2 semaines à l'hôpital. Elle a dit, Kabibi, pour qu'on me fasse un prélèvement dans la moelle osseuse. On m'a endormi. On m'a endormi quand les résultats sont sortis. Catastrophique. Je suis devenue malade. La leucémie. Le traitement qu'on lui a donné, ça la faisait vomir. Ça lui donnait des nausées. Ça la rendait plus que malade. On lui a dit qu'il n'y a pas un autre traitement à faire. Donc maintenant, dans tout ça là, elle a dit Berne et où vivait Thomas, c'était à 1h20. Où moi je vivais au foyer, c'était à 1h. Il venait chaque jour. Chaque jour, il venait. S'il se disait que cette fille est là à l'hôpital à cause de moi, c'est ma faute, on ne sait pas. Il venait chaque jour. Il a soutenu vraiment à l'hôpital. Sa grande sœur même venait aussi, mais sa grande sœur ne savait pas qu'elle avait avorté. Quand il sort de l'hôpital, elle a ce traitement-là. Elle doit venir tous les mois pour le prélèvement à la moelle osseuse. Elle a dit, maman, parfois je partais, il me faisait l'injection locale. Elle a dit, Kabibi, j'ai souffert. Ça me faisait mal. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Ça dépend du médecin que tu vas trouver ces jours-là. Le traitement là, elle vomissait. Elle ne sentait pas les choses. Et donc, elle a dit le traitement la rendait malade. Donc, elle était au foyer. Elle n'avait pas de papiers. La grossesse, moi qui pouvais lui donner les papiers avec Thomas, la grossesse est sortie. Elle a appelé sa maman à Kinshasa là-bas. Là, maman a commencé les deuils. Les leucémie, c'est quoi encore, mon enfant? Tout le monde dans la famille savait qu'elle a la leucémie. Les médecins lui ont dit, tu vois, toi, il faut mettre une croix sur mettre au monde. Toi, dans ta vie, tu n'auras pas d'enfant parce que ton état de santé ne te permet pas. Soit on te met un implant, soit on t'enlève l'utérus pour ne pas prendre des risques. Elle a dit, non, docteur, j'ai été à l'école, je sais calculer. Parce qu'il savait qu'elle avait un copain, elle était venue à l'hôpital avec lui. Il ne faut pas tenter de tomber enceinte. Elle a dit, non, je ne vais pas tenter. Donc, elle prenait des traitements. D'ailleurs, ces traitements ne pouvaient même pas permettre la grossesse. Alors, un jour, elle part à l'hôpital. Elle a les soucis de savoir que dans sa vie, elle ne va pas mettre au monde. Elle dit, c'est comme si, à chaque fois que je partais, je voulais que le médecin me dise, ah, ça a changé, maintenant tu peux mettre au monde. Parce que j'aimais Thomas, surtout que, malgré que j'étais malade, il venait me voir. Il me considérait toujours sa copine. Ça me faisait mal parce que je connaissais son histoire. Et puis, je savais qu'il avait un enfant à Kin qui n'avait pas reconnu. Il m'a dit non, peut-être c'est mieux qu'il parte à Kinshasa. Comme ses sœurs ont dit que Mbelou a dit que c'est son enfant, qu'il aille faire les tests ADN pour savoir si c'est son enfant. Parce que lui, il a fait 7 ans avec une blanche qui n'a pas mis au monde. Maintenant, il est avec moi. On a dit que je ne veux pas mettre au monde parce que j'ai le problème de leucémie. Or, lui, en tout cas, il me trouve bien, il veut me garder. Elle a dit, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Je tombe sur un gars. Le gars, en plus, il m'aime. Il n'a même pas fui. J'ai la leucémie. Il m'accompagne à l'hôpital. Mon rendez-vous mensuel, là, c'est lui qui m'accompagne. Le garçon n'a pas fui. Tous les jours, quand tu partais à l'hôpital, tous les mois, docteur, pardon, docteur, vous êtes sûr que je... Le docteur dit, tu ne vas pas accoucher. Le médicament que tu bois là, tu ne peux même pas tomber enceinte.
Pour te dire en un mot, elle a dit 7 mois après. Elle dit chaque mois, je lui posais la même question. Docteur, je ne vais pas mettre au monde. Le docteur l'a regardé. Écoute, madame, je vais te dire quelque chose. C'est peut-être vexant, mais là, il faut que tu arrêtes d'avoir des illusions. Tu vois, il faut que tu prennes conscience de ta maladie. OK? Parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas la maladie que tu as. Tu vois, comme tu es là, comme tu viens ici, je te fais les prélèvements chaque mois, on fait les contrôles. Toi, tu n'as pas 10 ans de vie. Toi, comme tu es là, tu n'as pas 10 ans. Malgré tous les traitements qu'on te donne, ton corps va lâcher. Tu vois? Bon, maintenant, tu vois la grossesse. Comme moi, je te dis à peu près 10 ans. Si tu tombes enceinte maintenant, si par magie, tu tombes enceinte maintenant, en tout cas, même 2 ans, c'est beaucoup. Tu seras morte. Soit tu vas mourir à l'accouchement, soit tu vas mourir toi et ton bébé. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de respecter ton traitement. Tu vis même 9 ans, 7 ans. Mais toi, tu n'as pas 10 ans de vie. Cette maladie que tu as, elle est incurable. OK? Il faut que tu mettes bien ça dans ta tête. Et le traitement que tu as, il est très lourd. Parce qu'elle m'a dit, Kabibi, le traitement là me faisait maigrir. Tellement j'avais les nausées. Donc, dans ta vie, tu es mal à l'aise. Mais j'avais un copain et on piétinait. On piétinait parce qu'il fallait que je le satisfasse. Il fallait que... Il me marquait comme il ne m'avait pas quitté. Elle a dit, j'étais malade, j'étais pas bien. Quand tu me voyais, ça se voyait que je suis malade. J'étais bizarre. Donc, quand le docteur lui a dit 4 vérités en face, pour qu'elle le laisse tranquille, parce qu'il en avait marre qu'on lui pose la même question chaque mois. Elle a dit, j'ai commencé à pleurer. Le docteur m'a dit, je n'ai même pas 10 ans. Quand il me dit ça, j'ai 24 ans. J'ai commencé à pleurer, docteur. Le docteur s'est mis debout, il lui a dit, quand tu vas finir, s'il te plaît, ferme la porte derrière toi. Le docteur est sorti du bureau. Quand il sortait, il a dit, docteur, moi j'ai Jésus. Il a dit, ah, donc tu es une croyante. Ben c'est tant mieux pour toi, c'est bon pour le moral. Le docteur est sorti. Elle a pleuré dans les bureaux du docteur. Maintenant, au rendez-vous, là, elle partait avec Thomas. Quand elle sort, elle va dire à Thomas que le docteur a dit que je n'ai même pas 10 ans de vie. Thomas l'a regardé. Comment ça? Il a dit, je ne vais jamais guérir, donc je laisse tranquille avec le problème de est-ce que je vais mettre au monde. Il a dit, mais pourquoi tu te déranges? Je t'ai déjà dit que j'ai un enfant à Kinshasa. Même si tu ne mets pas au monde, ce n'est pas grave. Moi, je vais aller faire le test de l'enfant, la Gisèle. Si c'est mon enfant, je la prends, on va vivre avec l'enfant. Moi, tu me plais, tu es une fille bien et tout ça. Moi, j'ai envie de rester avec toi. Tu n'es pas casse-tête. Donc, ils sont restés comme ça. Thomas est parti à Kinshasa. Il est parti faire les tests de l'enfant d'Embelou. C'était son enfant. Donc, Thomas était obligé de reconnaître l'enfant. Comme ça, il va faire des démarches que l'enfant là vienne. Comme ça, elle aura un enfant. Mbelou a calé. Mbelou a fait la technique du commerce. Mbelou a dit que si je te laisse l'enfant, tu vas me laisser. Si tu vas déclarer mon enfant à ton ambassade, tu me déclares moi aussi que je suis ta femme. Parce que toi, tu n'es pas marié. Elle lui a dit non, Mbelou. Moi, là-bas en Suisse, j'ai déjà rencontré une fille, on part sur 3 ans. J'ai déjà ma fiancée mariée. Elle dit, mais c'est ta fiancée, c'est pas ta femme. Elle a dit, non, c'est pas ma femme, c'est vrai. Mais moi, je l'aime, j'aime Marie. Moi, je ne vais pas te prendre toi. Toi, tu as beaucoup insisté. Oh, ça fait 4 ans, tu sais combien d'années. Tu as l'enfant avec moi, je ne fais rien. Je suis venue pour prendre mon enfant. Laisse l'enfant venir avec moi. Oh, 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 si tu ne me fais pas venir, moi, l'enfant là ne va aller nulle part. Vous voyez un peu, c'est la garantie du mariage. Donc, il est rentré, il n'a pas fait de grandes démarches. Il a reconnu l'enfant. Donc, elle lui dit, ah, papa, comme c'est ton enfant, fais un effort, tu fais venir l'enfant, qu'on fasse les démarches. D'accord. Quand il envoie l'argent des démarches, comme il n'y a pas les noms d'Embelou, il n'y a pas les passeports d'Embelou, Mbelou mange l'argent. Mbelou ne fait pas les démarches pour son enfant. Elle, en attendant ici, traitement. Elle n'avait pas de papiers. Donc, un jour, elle part dans un supermarché, elle voit une annonce. On a déjà écrit, on cherche une nounou. Quelqu'un pour s'occuper des enfants et leur faire des devoirs. Donc, elle dit, elle va postuler. Elle prend les numéros, elle appelle. Allô, oui, c'est monsieur David et tout ça. Oui, monsieur David, j'ai vu votre annonce et tout ça. Ah, d'accord, ok, je vais vous appeler. On ne l'appelle pas. Donc, elle avait enlevé l'annonce, non? Pour appeler. Quand elle revient demain, elle retrouve encore l'annonce. Elle dit, ah,
Mais le monsieur là, je l'avais appelé hier. Elle part encore. Allô, bonjour, monsieur David. Je vous ai appelé et tout ça, c'est pour l'annonce. Oh, ok, d'accord, d'accord, je vais vous appeler. Elle a enlevé l'annonce de monsieur David. Elle a fait ça pendant une semaine. Monsieur David, à chaque fois, il remettait l'annonce. Donc, il ne voulait pas l'embaucher, elle. La semaine d'après, elle a dit, mais non, le plan ici, pourquoi il ne veut pas m'embaucher? Parce qu'elle n'a pas de papiers. Elle m'a dit, en Suisse, quand tu as une promesse d'embauche, tu as des papiers comme ça peut te permettre d'avoir des papiers si tu as un faux boulot. Donc, elle voulait qu'on l'embauche, comme ça, elle va demander les papiers. Mais en attendant, elle faisait aussi les démarches des papiers par rapport à la maladie qu'elle avait. Donc, elle était une sans-papier. Finalement, la semaine d'après, elle a fait le même jet à M. David. M. David n'avait pas de choix. Il a accepté de la prendre, elle, parce que c'était la seule candidate qui appelait. Parce qu'elle faisait comment? Elle va partir là-bas à 9 h. M. David met peut-être l'annonce à 8 h. Il part au travail. Elle part là-bas à 9 h, elle enlève l'annonce. Elle va l'appeler à 17 h. Donc, M. David, dans sa tête, il se disait que les gens regardaient mon annonce de 9 h à 17 h avant qu'elle elle m'appelle. Elle appelait le soir. Mais là, déjà enlevé son annonce. Donc, M. David a accepté. Elle arrive comme ça, M. David, c'est un policier. C'est un policier qui est marié à une juriste. Et elle n'a pas de papiers. Donc, elle a dit, moi-même, je voulais me mettre dans des problèmes. Il demande la carte d'identité. Elle n'a pas. Oh, c'est-à-dire que j'ai besoin de cette promesse d'embauche, de cette embauche pour aller me présenter à la préfecture qu'on me donne les papiers. Oh là là, oh là là, oh là là. M. David a accepté. Elle a commencé à travailler. Donc, elle a eu l'embauche. Elle est partie avec à la préfecture, plus ses papiers maladie et tout ça. On lui a donné 1 an. Quand on lui donne 1 an, donc elle prend son appartement, elle quitte le foyer. Elle a tapé peut-être 4 ans au foyer, la fille ici. Elle prend l'appartement, elle va s'installer. Donc elle est à 1 heure de l'hôpital. Elle part toujours à l'hôpital tous les mois. On lui fait les prélèvements osseux, elle boit le traitement lourd là. Donc elle a décidé de tourner la page, de vivre sa vie. Donc un jour, elle partait sur la route. Comme dans ses habitudes, elle dit, tu vois, moi, je n'avais pas de voiture. C'est Thomas qui avait la voiture. Donc, souvent, j'ai marché à pied. Et puis, comme au travail de M. David, là, et sa femme, c'était comme 10 minutes à pied de chez moi. Elle dit, tu vois, c'était devenu comme une habitude, comme un rituel, comme une façon de faire les choses. À chaque fois que j'étais sur la route, quand j'ai marché, j'ai pleuré. Elle dit, à l'époque, là, c'était pas, les écouteurs n'étaient pas populaires comme ça. Elle dit, quand moi je marchais, j'ai pleuré sur la route. J'avais l'habitude de pleurer. C'était comme un vide. Elle dit, tu vois, comme quand, par exemple, quand tu es dans ta voiture, tu mets le gospel. Tu as tes chansons que tu écoutes. C'est ta routine, non? Elle dit, moi, ma routine, c'était pleurer sur la route. Je ne pleurais pas beaucoup chez moi, mais je me sentais libre de pleurer dans la rue. J'ai pleuré sous la route quand j'ai marché. Ah, Seigneur, pourquoi tu me fais? Elle dit, pourtant, je n'étais pas une grosse chrétienne. Hein. Malgré que j'avais ma maladie là, j'ai prié, j'avais espoir en Dieu, mais j'étais une chrétienne qui écoutait moi des Fally Ipupa, des Kofi, je bois mon petit vin et tout ça. Une chrétienne seulement normale. Mais au fond de moi, je comptais beaucoup sur Dieu. Je croyais parce que maman nous amenait à l'église depuis qu'on était petits. J'ai grandi à qui on partait à l'église. Elle dit, j'avais l'habitude de prier. J'étais une croyante, quoi. Elle dit, et c'était ça ma façon de vivre. Je pleurais sur la route. Je pleurais toujours sur la route. Sur la route, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Un jour, elle quitte le travail, comme dans ses habitudes, elle est en train de pleurer. Et, malgré qu'elle pleure, elle regarde la route et tout ça. Elle vient voir devant une maison des Blancs. Une maison, hein, elle est en train de passer. On a déjà écrit, servez-vous. On a déjà mis les livres des enfants, les livres des petits-enfants. Elle a dit, hi. Quand elle a lu, elle est passée. Après, elle a dit, mais pourquoi tu ne te sers pas? Après, elle est retournée. Quand elle s'est vue en train de prendre les livres, elle a dit, mais je prends les livres pourquoi? Moi, je n'ai pas d'enfant. Et puis, je n'en aurai jamais. Elle a commencé à pleurer comme elle aimait pleurer là. Elle a pleuré, elle a dit, je prends quand même des hauts, je veux avoir des enfants. Moi aussi, je pars. Les livres aussi vont représenter mes enfants. Je pars avec les livres. Elle a pris les 2 livres là qu'elle a ramassés. Elle est partie, elle l'a mis dans sa maison. Elle dit, ces livres-ci, un jour, je vais les lire pour mes enfants. Moi aussi, j'aurai les enfants. Elle a ouvert les livres, elle me lit les livres, elle dit, ah, les histoires ici sont trop bien. Moi aussi, je dois lire ces histoires ici à mes enfants. Donc, ça passe. Cette année-là, elle est déçue de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle sort avec un mec qui n'en a pas. Elle a dit, tu ne peux pas savoir comment ça fait mal.
J'ai arrêté de poser la question au médecin là. 5 mois après, je pars, je lui ai dit, docteur, vraiment, tu es sûr que moi, je ne peux pas mettre au monde? Il a dit, ben, ça recommence. Bon, je vais y réfléchir. Il appelle un autre médecin. Avec les médecins là, ils disent, on va lui changer des traitements. On va te donner un traitement là, ça s'appelle interférone. Interférone, là, si j'ai bien prononcé, interférone, c'est un traitement aussi lourd, mais qui peut stopper la... Parce que c'est eux qui la rendaient stérile avec les traitements qu'ils lui donnaient, en fait. Donc, elle pensait que c'était ces calculs qui faisaient qu'elle ne tombait pas enceinte. Non, eux-mêmes aussi, ils faisaient des... Le traitement, là, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc, on lui change les traitements, on lui donne interférone. On lui a dit, tu vois, interférone ici, c'est très, 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 très douloureux. Ça, là, ça ne sera pas les nausées, mais tu auras des douleurs, tu auras mal. Alors, si tu es d'accord, mais en prenant interférone, par contre, tu peux tomber enceinte. Mais ta grossesse que tu auras là, toi-même, tu sais que tu peux mourir à l'accouchement, tu sais que tu peux mourir l'année d'après. En tout cas, après la grossesse, tu seras très malade et puis tu vas mourir. Ça, c'est sûr. Non, on ne peut pas te dire quand, mais tu ne vas pas guérir parce que tu as trop le désir d'enfanter. Donc, nous, on te donne ta chance de mettre au monde ton enfant, mais sache que tu ne vas pas voir cet enfant d'agrandir. Elle a dit, Kabibi, quand on m'a dit ça, j'ai fait le choix de mettre au monde. Est-ce que c'était vraiment pour moi? Est-ce que c'était vraiment pour mon copain? Est-ce que c'était l'orgueil des femmes? Est-ce que c'était je veux être capable? Elle dit, je ne sais pas. J'ai fait le choix de mettre au monde. Elle a bien interféré. Elle a vu ça toute une année. Zéro grossesse. Zéro grossesse, mais la douleur. Par contre, avec les interférones, pour le prélèvement à la moelle osseuse, c'était tous les 4 mois parce que c'était un traitement lourd. Elle a dit, j'étais malade. J'avais mal. Elle a dit, moi, j'ai désiré être enceinte dans ma vie, maman. Quand Dieu ne t'a pas donné quelque chose, il ne t'a pas donné. Mais l'envie y avait. J'avais mal, j'ai souffert. J'ai piétiné pour tomber enceinte. Je me disais, mais parfois je disais, j'ai mal comme ça, je ne me suis pas enceinte. Maintenant, comme j'entends que les gens, la grossesse leur font comme ça, plus maintenant la douleur que j'ai, plus la grossesse. J'ai dit, non Seigneur, moi aussi que je mette au monde. Que je mette au monde seulement comme ça. Donc, elle a tapé après 1 an. Les médecins l'ont appelé et dit, tu sais quoi, tu souffres pour rien. Tu ne vas pas mettre au monde. Parce que tu viens pleurer tous les jours, c'est que tu as mal, si on peut donner les calmants. On t'avait dit que tu ne vas pas mettre au monde. Les traitements interférons ici. Tu vois comme ça te fait mal. Hein? Même l'année prochaine, ça va toujours te faire mal. Tu ne peux pas mettre au monde. Et ta grossesse va t'amener à la mort. Choisis entre la vie ou la mort. Ah, comme elle avait déjà fait 1 an de piétinement, de douleur, elle a dit, ah, j'ai compris, on laisse tomber. Donc, on lui a réenlevé les interférones. Elle est retournée à son produit naturel qui la stérilise. Bon, quand elle a vu ça, elle a dit à son mari, il faut qu'on fasse venir ton enfant. Il faut qu'on fasse venir ton enfant parce que moi, c'est mort. Toi-même, tu as vu. Donc, elle a recommencé les traitements lourds. Là, on faisait les prélèvements à la moelle mensuellement. Donc, pour vider son esprit et tout. 3 mois après, elle dit, je vais pas m'inscrire à l'auto-école, que j'apprenne à conduire. Comme ça, je vais m'acheter une voiture parce qu'on lui avait donné les papiers maladie. Je vais m'acheter une voiture, je vais me lancer dans autre chose, je vais faire la formation et tout. Elle est partie faire la formation aide-soignante. Donc, elle fait aide-soignante, elle termine et puis elle est partie faire son permis de conduire. Elle part comme ça au permis de conduire. Elle arrive, elle a dit, Kabibi, ils avaient un café comme ça qu'ils faisaient. Hein. Elle a dit, imagine-moi, je supportais rien. L'odeur du café là allait me tuer. L'odeur là allait me tuer. Je suis sortie, j'ai vomi. J'ai appelé mon mari, j'ai dit non, 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 non. Les gens ici de l'auto-école, je ne sais pas si c'est des Mexicains ou c'est quoi. Son mari est venu la prendre. Elle est tombée malade. Elle dit, tu vois quand tu entends que le café t'a rendu malade. Si ça m'avait tapé au cerveau, je dis Seigneur, ça c'est quelle vie. Mon corps est devenu fragile comme ça. Elle se passe bien sentie pendant 3 jours. Elle a dit, chérie, on part à l'hôpital.
Parce qu'elle est partie à Berne. Elle habitait seule, hein, elle avait son appartement. Quand elle arrive à Berne, on lui dit, c'est quoi encore? Oh, le café veut me tuer. Peut-être j'ai un contact, vous voyez, tout ça. On la prend, on la met à l'hôpital. On fait les examens comme ça, grossesse. Les médecins étaient étonnés. Donc, c'est comme si quand on lui a enlevé les traitements là, on lui a remis son traitement normal. 2 mois après le traitement normal qu'elle a toujours pris, elle est tombée enceinte. Donc, elle n'est pas tombée enceinte l'année où elle ne prenait pas le traitement. Elle est tombée enceinte quand elle a repris les traitements. Les médecins n'en revenaient pas. Maintenant, comme ils savaient combien elle désirait avoir un enfant, ils n'ont pas eu le courage de lui dire d'enlever. Ils lui ont dit seulement que non, madame, ta grossesse. D'abord, on doit couper les traitements que tu prends parce que ce n'était pas possible que tu tombes enceinte en fait. On doit couper ces traitements-là. On doit te remettre à interférone et tu dois venir à l'hôpital. Parce qu'on ne sait pas comment tu vas faire pour accoucher. Elle a accepté. Elle est partie à l'hôpital. Quand elle reste comme ça avec la grossesse, on a coupé le traitement, on va brancher comme ça. Les médecins voient 2 fœtus. Elle a dit Kabibi, des jumeaux. Les médecins sont dépassés. En plus, c'est des jumeaux. Et elle prend le traitement. On commence à suivre la grossesse. Tous les jours. Donc, tous les jours, elle est à l'hôpital de Berne. On suit la grossesse. Un jour, elle part. Quand la grossesse est 5 mois, on lui dit que on voit qu'il y a un problème avec la grossesse. Parmi les 2 enfants, on voit que l'autre enfant a un problème cardiaque, il ne va pas bien croître et tout ça, il ne grandit pas en fait, il n'a pas la même masse que l'autre. C'est comme si l'autre est en train de l'étouffer. Donc on lui dit qu'un enfant va mourir. Un enfant va mourir, il ne va pas évoluer parce que l'autre va l'écraser. Elle a dit, imagine, c'est dans ton ventre. Ça m'a fait mal. J'ai dit, le docteur, il a dit, non, on ne peut pas bouger la grossesse, l'enfant là ne va pas grandir et tout ça. Donc, on va le laisser dans ton ventre. Comme ça, tu vas les accoucher ensemble. Ils vont sortir, mais il faut savoir que tu as 2, mais un seul va tenir. En tout cas, on espère. Elle a dit, imagine, Dieu t'a déjà donné 2, et puis on vient te dire que c'est resté 1. Donc, c'est une grossesse à souci. Sa grande sœur apprend qu'elle est enceinte. Sa grande sœur est fâchée parce que toutes ces années qu'ils sortent ensemble, normalement, lui, devait la piétiner puis l'abandonner. Bon, sa grande sœur ne savait pas ça, mais c'est le beau-frère qui savait. Donc, le beau-frère, il est très mécontent de cette relation-là. Il influence sa femme. C'était mon amie, ta petite sœur, elle est impolie. Parce que lui, il voulait qu'on joue avec elle pour que ça fasse descendre sa grande sœur. Donc, maintenant, comme on n'a pas joué avec elle, il dit à sa grande sœur que ta petite sœur est impolie. Ta petite sœur est impolie, comment elle peut sortir avec mon ami et tout et tout. Mon ami, c'est un aventurier, je le connais, il drague toutes les filles, tout et tout. Elle, donc, quand on lui dit ça, elle garde les secrets. Elle avait déjà dit chez eux qu'elle était malade. Et du coup, après, elle avait dit qu'elle est tombée enceinte. Maintenant, quand elle a dit qu'un enfant est mort, elle a dit, le deuxième risque de mourir. Elle n'a rien dit. Elle est restée comme ça. À la fin, elle est partie accoucher d'un seul enfant. Dieu merci, elle a mis au monde. L'enfant n'est pas mort. Elle a dit, j'ai mis au monde en voix basse, Kabibi. Même le deuxième, là, j'ai poussé, on a coupé. Mais il avait arrêté de grandir à 5 mois. Donc, vraiment, ma fille avait écrasé son frère. Parce que c'était des faux jumeaux. Elle a écrasé son frère. Elle est sortie, je l'ai mis au monde. Elle a dit, les jours que j'ai tenu l'enfant comme ça, je me demandais si c'était une poupée ou c'était vrai ou c'était faux. Si c'était vraiment mon enfant. Donc, moi, j'ai mis au monde. Ha! Donc, après avoir accouché de son enfant, son mari a décidé de l'épouser en 2006. C'est comme ça qu'il va, il adopte, il épouse, mariage civil, mariage religieux, ils s'installent ensemble. Ils ont un enfant. Donc, elle reste avec lui. Elle continue le traitement, le premier traitement là de tous les jours, là, le traitement lourd, là, où on va faire le prélèvement tous les mois. Donc, elle continue. Elle a dit, moi, on m'a trouvé le corps. Laisse tomber. Elle continue ces traitements-là pendant 3 ans. Elle a dit pendant 3 ans, elle a dit en fait comment il fonctionnait. Chaque mois, on lui envoyait les rendez-vous, on lui envoyait le courrier. L'assurance maladie, elle dit, tu vois, mon traitement qu'on me faisait là, c'était 4 000 $, 4 000 € mensuels. C'est l'assurance qui payait ça.
Donc, tu vois, c'est un traitement que même quand tu donnes le rendez-vous et tout, c'est vraiment protocole. Elle a dit Kabibi, 3 ans après, on ne m'envoyait plus les courriers. Mais moi aussi, je me sentais bien. J'étais tellement heureuse. J'étais avec mon enfant. Je m'occupais de l'enfant. Donc, j'avais une belle vie. J'ai repris du poids. Elle a dit, tu vois, quand j'ai mis au monde, j'ai mis la maladie à côté. Je ne suis pas morte parce que je me suis concentrée sur l'enfant. Et ils ont arrêté de m'envoyer euh, le papier là de l'hôpital. Moi aussi, je ne suis pas partie. Ils ne m'ont pas appelé. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas partie, ils ne m'ont pas appelé. J'ai dit, peut-être que j'ai déjà guéri, c'est pour ça qu'ils ne m'appellent plus. Et puis, elle priait, elle demandait à Dieu toujours de la guérir. Pendant cette période-là, ils font les démarches de l'enfant de Kinshasa, là, de Gisèle. Sa maman mange l'argent, sa maman s'est fâchée, il a mis au monde en Europe et tout ça. S'en foutait. Elle était hyper heureuse. Il y avait la joie dans la maison. Son enfant amenait beaucoup de bonheur. L'enfant intelligent, l'enfant. Elle a dit, elle a fait 1 an sans boire les médicaments. Elle n'est pas tombée malade. Donc, elle est allée de victoire en victoire. Un jour comme ça, 1 an et demi après, le médecin l'appelle. Son médecin du quartier, le médecin. Oh, comment tu vas? Il dit, ça va. Il dit, tu sais que ça fait longtemps que je n'ai pas eu des rapports de l'hôpital de Berne. Elle dit, mais moi, je ne parle plus à Berne. Il dit, ah bon? Pourquoi tu ne parles plus? Oh, il ne m'envoie plus la lettre, il ne m'envoie plus le courrier. Elle dit, comment ça, il ne t'envoie plus les courriers? Tu es guéri. Tu es guéri, ils ne m'ont pas signalé, il y a pas eu, on n'a pas clôturé le dossier et tout ça commence ça. Ok, je te rappelle, le docteur appelle Berne. Berne dit, comment ça, on lui envoie les courriers, elle ne vient pas. Il y avait eu des désordres. Si on avait chassé la secrétaire, si on avait chassé qui? La personne qu'on a embauchée ne lui envoyait pas le courrier. Ce n'est pas les médecins qui avaient décidé. Les médecins, ils ont beaucoup de patients. Les médecins, là, quand ils viennent le matin, on leur donne la liste des patients qu'ils doivent voir. Donc, ils lisent seulement les dossiers. Ils sont comme des robots. Les médecins ne s'attachent pas aux clients, aux patients. Donc, les médecins ne la cherchaient pas. Si elle ne vient plus, ils se sont dit peut-être qu'elle part ailleurs, peut-être qu'elle a voyagé, peut-être qu'elle est morte, peut-être. Comment les médecins sauront que tu es déjà morte? On ne leur donne pas ton nom, ton dossier. Les médecins ne vont pas te chercher. Donc, la personne qu'on avait nommée ne la cherchait pas. Elle aussi, elle ne partait pas parce que ça l'arrangeait. Elle ne faisait pas les prélèvements osseux et puis elle ne tombait pas malade. Elle était bien, elle portait des talons et tout ça. C'est une belle femme, la maman ici. Donc, les médecins ne l'ont pas appelé. Le docteur dit, ah, c'est pas normal. Moi, je t'envoie. Ça, c'est son docteur du quartier. Vas-y, qu'on a un peu contrôlé. Ça fait plus d'1 an. Ça fait trop longtemps. Va un peu qu'on aille voir, qu'on te dise où on en est. Si c'est fini officiellement, ben, il faut qu'on sache qu'on clôture le dossier. Donc, on lui a donné le papier de l'hôpital. Elle est partie. Quand elle arrive là-bas, oh, mais toi, ce n'est pas encore fini. Ok, on va te faire les examens. Quand on lui fait les examens comme ça, on lui dit que comme tu es là, comment tu fais pour marcher? Elle dit, comment ça, comment? Elle dit, mais toi, comment ça se fait que tu es vivante? C'est juste pas possible. Toi, comme tu es là, tu ne peux plus sortir de l'hôpital. Elle est restée bouche bée. Pourquoi? Elle dit, parce que toi, on doit te faire des chimios. Ton sang est... En fait, toi, tu n'as pas de sang. Nous sommes même étonnés que tu sois vivante. Mais toi, comment tu as fait pour arriver ici? Elle savait déjà conduire. Elle avait déjà la voiture. Elle dit, je conduis. Les médecins ont failli s'évanouir. Elle dit, toi, tu dois passer au chimio. Toi, tu as un cancer de sang. Toi, tu peux pas être en bonne santé. Toi, ce n'est pas possible que tu sois même lucide. Toi, tu as un sang périmé, pourri, abîmé. Toi, tu ne vas pas finir cette semaine. Toi, les résultats qu'on a, la fin de la semaine, c'est trop loin. Toi, en fait, tu devais déjà être morte. Tu ne sors plus d'ici. Elle appelle son gars. L'enfant a 4 ans. L'enfant est encore petite. Elle commence à pleurer. Oh, c'est la chimio. On a dit c'est les cancers du sang. Oh, tout ça. On appelle tout le monde. Tout. Waouh, les cancers encore comment? Chimio, ventre en prière et tout. On la garde là-bas. On dit on doit lui couper les cheveux, on doit faire ceci, on va faire cela. Prends d'abord les traitements habituels. Hein? On te relance d'abord le traitement habituel pour voir comment ça réagit, pour qu'on organise les chimios, parce que ton corps est vide, donc on bombarde d'abord les cellules de ton corps. Le traitement, là, elle a dit, Kabibi, si il doublait la dose, si c'est quoi? Elle dit, tu vois, les traitements qui fait mal là. Et tu as déjà été à l'hôpital, je dis, j'ai mal. Ils ne viennent pas parce qu'ils savent que les traitements vont te faire mal. Elle a dit, maman, j'ai pleuré ce moment, mon enfant à l'hôpital. Elle dit, Dieu, mon enfant va grandir orpheline. Dieu, parce qu'elle a mis au monde aussi une fille. Dieu, 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 Dieu. Traitement, on l'a sorti après 1 mois.
Quand on la sort, on doit continuer les traitements lourds là à la maison. Ça l'a rendue malade. Quand on continue les traitements une année, non, non, on a continué les traitements 6 mois après, quand on devait faire le bilan pour voir si on doit passer au niveau supérieur des chimios. On voit que ça a baissé. Ça ne demande pas la chimio tout de suite. Donc, le médecin dit, on continue d'abord avec les médicaments. On continue jusqu'à la fin de l'année. Pas, en tout cas, elle a quitté étape chimio. Oh, le médecin était très content et très étonné. Donc, je viens de lui dire qu'on avait changé des traitements. Les traitements qu'on t'a donnés là, c'est comme si on avait... La société là a fait ça en mieux. Donc, on voulait voir comment tu vas réagir, mais on voit que toi, tu as bien réagi. Donc, le traitement là, il est bon, il a marché. Tu étais comme un testeur. Les gars, ils ont changé de traitement, ils ne l'ont pas dit. On laisse d'abord comme ça, on observe. Elle a dit, Kabibi, j'ai pris ces traitements-là pendant 7 ans. Elle n'était pas morte. Pendant 7 ans, elle a pris le traitement, le nouveau traitement. Ça lui allait très bien. Ça n'avait pas de douleurs. On a commencé à lui faire les prélèvements tous les 6 mois. Elle a vécu comme ça pendant 7 ans, jusqu'à ce que sa fille ait 11 ans. Quand sa fille a 11 ans, donc elle est déjà habituée, c'est comme son mode de vie. Elle a dit, tu vois, moi, mon mari, il m'aime. Mon mari, il a été combattu. Elle viendra nous donner les témoignages des combats qu'elle a traversés avec son mari, là. Son mari, il a été tellement combattu que ils sont unis. Jusqu'à l'âge de 11 ans, l'enfant grandissait bien. L'enfant est meilleur au sport, à l'école. L'enfant est très épanoui. L'enfant est très intelligent. Donc, le couple parfait. Là-bas à Kinshasa, on fait les démarches. Les démarches ne donnent pas. Quand on donne l'argent, ça ne donne pas. Quand on envoie, la maman bouffe. Elle voit seulement les médecins qui l'appellent et lui disent, non, madame, après les derniers prélèvements qu'on a faits, on voit que tu n'as plus besoin de ces traitements ici. Le nouveau traitement qu'on te donne, c'est comme si ça t'a soigné. On va un peu couper les traitements, on va observer, voir comment ton sang réagit. On lui a coupé le traitement en 2018. Ils ont commencé à l'observer, mais par contre, elle part à l'hôpital faire les prélèvements tous les 2 mois. Mais elle n'a plus de traitement. 2018, pas rien. 2019, rien. En 2023 ici, quand on a fait le prélèvement, on a vu qu'elle n'avait plus la maladie. La maladie est partie. Plus de leucémie, plus rien. Elle a un sang propre et pur. Elle n'a plus de maladies dans son corps. Elle me dit, elle était tellement heureuse, tellement étonnée, tellement... Non, elle dit, Kabibi, Dieu est merveilleux. Tu vois, aujourd'hui, moi, ma fille, elle a 18 ans. Sa fille, elle a eu 18 ans. L'enfant qu'on lui avait dit qu'elle ne va pas voir grandir. Elle, on lui a déjà coupé 10 ans. On lui a déjà dit, tu ne vas pas arriver à la fin de la semaine. Comment tu es arrivée ici? Elle a dit, je suis vivante. J'ai mis au monde en 2006. Mon enfant est de 2006. Mon enfant, aujourd'hui, elle est toujours avec moi. De 2006 à 2025, je suis vivante. Dieu a été bon envers moi. Dieu m'a gardé. Dieu m'a préservé. Il m'a donné la vie. Il m'a prouvé qu'il est au-dessus de la médecine. Il m'a démontré qu'il a le dernier mot. Elle a dit, ce n'était pas ma volonté. Elle a dit, c'est Dieu qui donne la vie, Maman Kabibi. Moi, on m'a déjà donné les délais. Je t'ai dit, moi, quand les gens parlent sur la route comme des fous, je le faisais. Moi, j'ai parlé jusqu'à pleurer. C'était ça l'état dans lequel je me sentais bien. J'ai pleuré, je m'ai vidé. Donc, c'était fini pour moi. L'Europe, c'était un calvaire. C'était un calvaire. Elle dit, tu vois, j'étais malade. Je n'étais pas bien. Mais en fait, j'avais tout. J'avais un mari qui m'aimait. Mon mari, là, je suis avec lui jusqu'à aujourd'hui, c'est mon mari. Mon mari m'a aimé malade. Mon mari m'a expliqué comment il était venu pour me piétiner puis me laisser. Lui, quand il m'avait vu, je ne l'avais plus. Mais après, quand il a dit à son ami que je lui plais, son ami lui a dit de jouer avec moi pour faire descendre les épaules de ma grande sœur. Donc, mon beau-frère était prêt à m'exposer pour briser sa femme, alors que c'est la parole de Dieu qui brise quelqu'un.
C'est l'évangile qui va te briser, qui va enlever ton orgueil personnel. Ce n'est pas en faisant du mal à ta petite sœur que ça va briser ta femme et puis ça va arranger votre ménage. Elle a dit, imagine. C'est le seul homme que j'ai connu en Suisse. Et c'est lui mon mari jusqu'aujourd'hui. Depuis l'année 2002. Depuis 2002, ça fait, on va sur 23 ans de vie commune avec mon mari. Elle a dit, il faut remercier Dieu comment? Si je ne dois pas les remercier avec le grand miracle qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'il m'a choisi, il m'a aimé, il m'a mis à part. Si je dois les remercier, je vais les remercier avec quoi? Tous les délais, toute l'intelligence de la médecine. Des Blancs est tombé à l'eau, ils n'ont jamais compris. Les médicaments s'est transformé au sang de Jésus, j'ai guéri. Je ne vais pas te mentir que j'étais une sœur qui dormait à l'église, elle a dit, j'étais blessée de savoir que ma vie allait finir. J'étais blessée. Je me disais, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qui m'en veut? J'ai prié. Elle a dit, je ne priais pas toute la journée à l'église. Non. Mais j'ai parlé à Dieu toute la journée. Parce que j'avais un problème en moi. Parce que j'ai réfléchissé. Tout le temps, je lui demandais, Seigneur, pourquoi? Mais je ne m'agenouillais pas pour dire, Seigneur, pourquoi? Elle a dit non. Je le faisais peut-être le matin et le soir. Mais que toute la journée, je suis en jeûne, elle dit que oui, je ne faisais pas ça. Mais toute la journée, j'étais en communion avec Dieu. Tout le temps, je demandais, ah, Dieu, vraiment. Je vais mourir. Dieu, vraiment. Je dois boire les médicaments. Dieu, vraiment. Toi, tu donnes la vie aux gens. Elle a dit, tu vois, c'était toute ma journée. Dès que j'avais un vide, j'ai pensé à des choses comme ça. Ah, Dieu. Quand je bouge comme ça, je dis, ah, Dieu. Tu sens la douleur dans ton corps. Je dis, Dieu. Donc, c'est comme si tu es où? Regarde-moi, je souffre. Regarde-moi, je grince des dents. Elle a partagé ses témoignages pour encourager une personne. Pour dire à une personne que on peut traverser des moments qu'on ne sait pas pourquoi. On se dit, c'est tellement injuste. Je suis une personne bien. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Une maladie incurable qui a été guérie. Pour dire à une personne que Dieu est avec toi, Dieu te connaît, Dieu est parfait. Il fait toutes choses en son temps. Il dépasse notre intelligence, l'intelligence de la médecine, les calculs des médecins, les médicaments qu'ils octroient. Il est Dieu. Il dit, tu vois, moi, je ne suis plus malade depuis 2023. Ça fait 1 an et demi seulement que je ne suis plus dans mon sang, il n'y a plus rien. Tous les 2 mois, on va me contrôler. Je n'ai plus de maladies dans mon corps. La maladie a disparu. La maladie a poutré. La maladie a quitté son corps. Elle a été restaurée, guérie. Guérie de la leucémie chronique qu'elle avait. Guérie de la leucémie qui l'avait amenée jusqu'à la chimio. Elle a été guérie. Elle a dit vraiment, les mots me manquent. Elle dit, moi j'ai une grande fille. Et ma fille, elle a été notre bonheur. Ma fille, elle a bien grandi, elle était heureuse. Elle dit, je ne sais pas dans quelles vacances on n'est pas parti. Dieu m'a donné un bon mari, Kabibi. Mon mari, je ne sais pas où il ne m'a pas amené. Quelles vacances on n'a pas faites? Parce que nous, on travaille. Notre maman, elle est aide-soignante. Et son mari travaille. On n'a qu'un seul enfant. Il a supporté son enfant. Là, aujourd'hui, qu'on raconte cette histoire, sa fille de Kinshasa a 6 ans. Sa fille a 6 ans, l'enfant d'Embelou. Et cet enfant-là fait le commerce, elle voyage, elle part à Dubaï et tout ça. Son papa lui a déjà envoyé l'argent, peut-être 8 fois à elle toute seule. Quand elle est adulte, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, mais elle s'en sort bien à Kinshasa. Mais elle n'est jamais venue. Quand on a envoyé à sa maman a bouffé. Quand on lui a envoyé à elle-même, peut-être qu'elle a complété de l'argent des commerces. Elle n'est jamais venue, cet enfant-là.
Quand on envoyait l'argent à sa maman, elle bouffait ça. Quand on lui envoyait à elle-même, elle rajoutait dans son commerce. Cet enfant-là n'est jamais venu. Elle fait sa vie à Kinshasa. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle est épanouie. Elle dit, nous, on dit seulement gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre enfant aussi qu'on a mis au monde ici est à la porte des sorties. Donc, elle va aussi aller faire sa vie. Je suis avec mon mari. Elle dit, Kabibi, moi, mon mari même. Mon mari même, je suis sûre de moi dans ces mariages. Mon mari m'a choisi malade. Il m'a choisi malade. Elle a dit, Dieu peut te donner tout. Il faut apprendre à regarder ce que tu as de positif. Elle dit, c'est vrai que j'ai souffert toute ma vie, mais toute ma vie, j'étais heureuse parce que j'avais au moins quelqu'un qui m'aimait. En vrai, quelqu'un qui croyait en moi. Quelqu'un à qui, quand on me donnait les délais d'existence, lui, il continuait à avancer avec moi. Elle dit, tu te rends compte que mon mari, quand j'ai accouché, il savait que j'allais mourir après l'accouchement, mais il a décidé d'aller m'épouser. Imagine s'il m'avait épousé, puis l'année d'après, je tombe malade, je meurs. Il m'a épousé comme ça. Il me disait toujours, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Toi, regarde seulement, laisse-moi faire. Fais-moi confiance. Il m'a toujours dit ça. C'est son histoire, c'est son partage. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci pour cette histoire merveilleuse, cette histoire tellement puissante qui a un grand enseignement. J'espère que je l'ai bien relaté pour toi. Et j'espère que les personnes qui traversent des moments très, très difficiles vont s'assaisir pour savoir que malgré les déclarations, malgré les souhaits, malgré ce que les gens ont dit, ce que le boulot a décidé, ce que l'État a décidé sur toi, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Si tu lui donnes le dernier mot, tu lui donnes la place. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag. Je vous dis merci beaucoup. Peace and love chez vous. Bye. Komisanga mwana tina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli nanga nayebeli yo loyembo euti na motema Nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga tango molai mokonzi na lola na mipesi mobimba na yo mokonzi na lola nzela nanga ekomi elonga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimya na